Rebonjour à tous, ici Christian Latreille. Il y a toujours plus d'un demi-million de non-vaccinés au Québec. Comment les convaincre de recevoir leur dose? Le gouvernement présente son plan à l'instant et on va écouter le ministre Lionel Carman. Vous en doutez probablement, c'est un mandat que j'ai accepté avec plaisir et auquel je tiens déjà beaucoup, puisque j'ai moi-même participé à la campagne de vaccination au cours des derniers mois en Montérégie. Non seulement la vaccination est le meilleur moyen pour nous protéger contre la COVID-19, mais c'est également la clé pour arriver à enrayer la pandémie. Heureusement, la réponse des Québécois a été exceptionnelle au cours de la dernière année, ce qui a permis d'avoir un niveau global de vaccination très élevé au Québec. En date d'aujourd'hui, on parle de 92 % de la population québécoise adulte qui a reçu sa première dose de vaccin. Ce pourcentage est tout à fait remarquable, mais il reste tout de même environ 540 000 Québécois qui n'ont pas encore reçu leur première dose de vaccin. C'est important de souligner qu'il ne s'agit pas seulement d'un risque théorique sur papier, mais bien d'un risque réel qui se matérialise actuellement dans nos hôpitaux. Les personnes qui ne sont pas adéquatement protégées représentent une part importante des hospitalisations, surtout en soins intensifs. Cependant, il faut faire attention aux amalgames. Nous savons qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent la décision de ne pas aller chercher le vaccin. Ces personnes ne sont pas toutes contre le vaccin ou contre les mesures sanitaires. Par exemple, parmi ces 8 %, on compte des hésitants et des craintifs, mais on compte aussi des personnes parmi les populations vulnérables et les populations marginalisées. Plusieurs actions ont été mises en place au cours des derniers mois pour rejoindre ces populations, mais je pense qu'il est nécessaire d'en faire davantage. Nous avons également le souci de permettre à tous les Québécois d'obtenir une première dose de vaccin, mais aussi de répondre à toutes leurs questions. Nous allons donc intensifier les efforts afin de mettre en place des stratégies adaptées dans les quartiers à faible taux de vaccination, afin de rejoindre le plus de gens possible. On veut aller à la rencontre des gens sur le terrain, leur expliquer les bienfaits de la vaccination en utilisant une approche positive. On va travailler avec les leaders locaux, les organismes communautaires et passer par des gens significatifs et issus du milieu. Plusieurs actions sont déjà en cours et se poursuivront dans les prochaines semaines, comme la conclusion d'un partenariat avec la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, afin que des étudiants en médecine et en soins infirmiers viennent nous donner un coup de main. L'identification des quartiers d'intervention par la santé publique des différents CIS et CIUS partout au Québec, l'ouverture par le CIUS Centre-Sud d'une plateforme Je contribue universitaire avec une ligne téléphonique et une adresse courriel spécifique à cette opération. De plus, plusieurs nouvelles approches sont aussi à venir. La mise en place d'une ligne téléphonique pour les personnes souhaitant discuter avec un professionnel de la santé des facteurs contribuant à leur hésitation vaccinale, l'implication d'autres universités québécoises en s'inspirant du modèle déployé à l'Université de Montréal et plusieurs activités de communication adaptées aux milieux ciblés. Les cliniques éphémères seront ouvertes pour une durée d'1 à 2 semaines. Non seulement les gens seront disponibles pour une vaccination première dose, mais également pour ceux et celles qui souhaitent obtenir leur 2e ou leur 3e dose de rappel. C'est une opération vraiment importante qui s'amorce et qui nous permettra, j'en suis persuadé, d'offrir le vaccin encore davantage de personnes. Je suis donc très content d'annoncer que dès jeudi, une clinique éphémère ouvrira ses portes au CLSC Sainte-Catherine, au coin des rues Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Elle sera ouverte de 9 h à 17 h sans rendez-vous. Au cours des prochaines semaines, d'autres cliniques ouvriront partout au Québec selon les besoins de la population. Je remercie l'ensemble des partenaires qui participeront aux différentes initiatives, particulièrement les équipes de M. Paris. Merci beaucoup tout le monde. Merci, Dr Carman. Nous allons maintenant débuter la période de questions. Nous commencerons avec les médias francophones dans la salle et ensuite à distance. Nous poursuivrons avec les médias anglophones sur place et finalement ceux à distance. Merci de respecter une question et une sous-question par journaliste, s'il vous plaît. Sabrina Rivet de Nouveau. Bonjour. Dites bonjour. Ce que j'entends, on dirait que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que on a l'impression un peu qu'on tente de rejoindre la population depuis 2 ans. Là, on va faire des cliniques éphémères comme on avait un petit peu avant.
Qu'est-ce que vous pensez qui va être assez convaincant dans ces mesures qui sont plutôt douces, je dirais, pour aller les atteindre? Mais écoutez, ce qu'on a fait jusqu'à présent a été quand même impressionnant. Quand on a fait les cliniques éphémères cet été, l'été dernier, on est passé de 1,2 million à 600 000 personnes non vaccinées à peu près. Et en plus, c'était des cliniques ponctuelles. Donc nous, ce qu'on vient, c'est ajouter de l'intensité à quelque chose qui marchait déjà. Moi, mon but, c'est pas de réinventer la roue, c'est de rendre plus efficaces des mesures qui existent déjà. Et c'est ça qu'on va faire. Donc quand on va être présent pendant 1 à 2 semaines, on pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir vouloir participer. Par exemple, des gens qui sont hésitants, qui voient la clinique un jour, décident de ne pas rentrer. Le lendemain, ils vont avoir de l'information. Puis peut-être dans 2-3 jours, ils vont se faire vacciner. Mais quand c'est le jour même où c'est fini, ben, on pense qu'on peut avoir un impact beaucoup plus important et aller chercher d'autres personnes. Puis au niveau des cliniques éphémères, donc il y en aura une première au centre-ville de Montréal à partir de jeudi. Par la suite, avez-vous déjà des secteurs qui seront ciblés, en fait, les secteurs les plus problématiques, disons, selon vous? Bien, on veut aller vraiment là où les taux de vaccination sont les plus faibles. On est en train de travailler sur les différents secteurs où on va installer d'autres cliniques éphémères. Probablement, il y en aura une dizaine à la fois là, à Montréal et ensuite dans les autres régions du Québec également. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour Anne-Marie Provost du Devoir. Dans le cadre de cette opération-là, est-ce que vous allez tenir un registre avec les gens avec qui vous allez entrer en contact là, sur le terrain, ceux qui n'ont pas encore été vaccinés? Alors, bien évidemment, tous ceux qui vont être vaccinés vont faire partie de nos données. Évidemment, les gens à qui qu'on va rencontrer, on veut tenir des rencontres également pour savoir, pour interagir avec les gens, les informer, répondre à leurs questions également. Le sens de ma question, c'est est-ce que vous allez récolter des informations sur les gens, les non-vaccinés sur le terrain? Puis, éventuellement, est-ce que ça pourrait être utilisé pour la contribution santé là, que le gouvernement va implanter? Non, il n'y a pas d'opération en ce sens-là. Là, au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment donner le plus de doses possible, de premières doses possibles. Et pour moi, chaque première dose donnée, ça va être un gain pour la population. On va maintenant passer aux questions à distance en français. Donc, nous allons débuter avec Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous. Bonjour. Docteur Carman, est-ce que vous visez le noyau dur? Quels sont les gens que vous visez principalement? Les communautés culturelles, les gens qui ont des réticences par rapport aux données religieuses, ceux qui sont marginalisés? Quelle est votre cible principale? Mais écoutez, ça se divise en 3 groupes. Hein. Ceux qui, comme vous dites, qui pensent qu'ils ne nécessitent pas le vaccin à cause de qu'ils sont en bonne santé, etc., qui ne veulent pas le vaccin. Il y a le groupe qui sont plutôt des gens qui sont plus marginalisés, que ce soit pour des questions de littératie ou que ce soit pour des questions de communautés culturelles ou autres. Et évidemment, il y a les plus vulnérables. Donc, on vise sur tous ceux qui vont vouloir avoir plus d'informations et recevoir la vaccination, principalement les 2 derniers groupes que j'ai mentionnés. Et si on peut faire des gains dans le premier groupe, on va les faire en répondant à leurs questions avec une approche très positive. Si je peux me permettre. La deuxième question sera pour M. Paré. Oui. Avec les données que vous disposez présentement, M. Paré, vous devez certainement savoir où sont les endroits où le taux de vaccination est le plus faible. C'est où? Écoutez, chacune des régions du Québec a ses particularités. On sait qu'au niveau de Montréal, on va parler beaucoup plus de notion de quartier. Mais dans certaines régions, si je pense à Chaudière-Appalaches ou bien au niveau de l'Estrie, par exemple, ou dans tous les autres secteurs, il y a des territoires que nous, on appelle le secteur de CLSC, à laquelle on a identifié des personnes qui sont moins vaccinées et on les a, effectivement, ces données-là. Et dans notre stratégie, on va vouloir être présent, on va vouloir être accessible et c'est pour ça qu'on va déployer cette stratégie-là de façon provinciale et dans toute la région du Québec. Mais si je peux me permettre, donnez-moi des régions précises où vous avez vraiment besoin d'intervention, entre autres des quartiers de Montréal, parler de l'Estrie. C'est où principalement là, où vous devez vraiment agir? Ben, écoutez, encore là, on parle justement de l'annonce de la clinique là, que Dr. Carman vient de faire. C'est un des secteurs qu'on a ciblé
qui est moins vacciné. Et ça, c'est un exemple. Mais dans chacun des autres coins, là, comme je vous dis, on le travaille. On pourra faire des annonces plus locales là, au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Mais quand on parle d'un super beau taux de 92 puis ça, M. Dr. Carman l'a bien mentionné, on est content de ça. Et là, on va avec la main tendue, on va se présenter, on veut informer et c'est pour ça que on va adapter ces stratégies-là selon le secteur, mais des non-vaccinés, il y en a partout au Québec. C'est ça qu'il faut retenir. Prochaine question, Marc-André Gagnon, Le Journal de Québec. Bonjour. J'aimerais juste clarifier, là, quel sera le rôle des étudiants auxquels vous faites référence? Est-ce que les étudiants vont être appelés à la rescousse, donc pour vacciner des gens qui n'ont pas encore reçu une première dose, ou est-ce que ça va être pour répondre au téléphone, pour aller à la rencontre de ces gens-là qui hésitent encore à se faire vacciner? Merci de la question. Je suis très content. Les étudiants vont nous permettre de donner cette intensité additionnelle en s'ajoutant aux équipes qui sont déjà en place, gérées par nos directrices de campagne de vaccination. Et leur rôle peut être variable, effectivement, dépendamment de leur niveau de formation. Certains vont être des vaccinateurs. On sait qu'un étudiant peut vacciner dès la première année de médecine. Ça peut être aussi comme évaluateur. Pour le moment, c'est surtout réservé aux résidents en médecine, mais on aimerait peut-être que les externes également puissent faire partie des évaluateurs. Il y en a qui vont pouvoir se joindre aux équipes terrain, aller avec les organisateurs communautaires, faire du démarchage, répondre aux questions au téléphone. En fait, on veut les insérer partout dans la campagne, leur donner une expérience qui va être fructuante également pour leur parcours en service de santé. Donc, on va en mettre partout dans nos équipes. Et juste pour vous dire, à l'Université de Montréal, le doyen m'a dit que ça va être un appel aux alentours de 2000 étudiants qui vont recevoir l'appel. Et j'espère que la plupart vont répondre à cet appel très positif. OK. Merci. Vous ne trouvez pas qu'il y a un certain paradoxe dans le fait de dire, en tout cas, il y a à peu près 2 semaines, de dire aux non-vaccinés, là, grosso modo, on va vous faire payer avec une contribution santé. Il y a un projet de loi dont le dépôt est toujours promis pour février. Puis là, 2 semaines plus tard, d'arriver avec ce plan d'action, cette politique de la main tendue. Vous ne trouvez pas que c'est un peu paradoxal? Non, moi je pense que c'est important de s'assurer qu'il y ait le plus de gens possible qui reçoivent leur première dose de vaccination. Et ça va avoir le résultat qu'il y aura le moins de personnes qui vont payer cette taxe vaccination. Henri Ouellet-Vézina, La Presse. Oui, bonjour à vous deux. Question Bonjour. pour M. Carman. Combien de personnes, je sais que c'est toujours difficile de donner un chiffre, mais combien de personnes vous aimeriez pouvoir rejoindre à terme avec les nouvelles cliniques, la nouvelle ligne, sachant que, mes collègues le disaient, il y a quand même un certain nombre de gens là, qui, peu importe les moyens qui vont être mis en place, vont toujours un peu refuser le vaccin. Mais moi, j'approche ça avec... mon approche, c'est chaque dose donnée va être un gain, quelque chose de positif. J'ai un chiffre en tête, mais je vais me garder la réserve de ne pas le partager. On aimerait connaître ce chiffre, mais bon. Ben, on n'a pas de statistiques fiables. Là. Tous ceux qui veulent avoir le vaccin, on va leur donner. OK. En suivi, au-delà des adultes non vaccinés, il y a encore quand même plus de 250 000 enfants de 5 à 11 ans là, qui n'ont pas reçu leur première dose. Est-ce que vous pensez que la démarche que vous annoncez aujourd'hui peut aussi permettre d'améliorer ces chiffres-là chez les jeunes? Mais écoutez, nous, on ne va pas refuser de doses de vaccin, mais la campagne 5-11 ans, c'est quelque chose que M. Paré mène déjà dans les écoles et dans les services centres de vaccination. Peut-être que je pourrais lui passer la parole pour vous donner plus de détails là, sur la suite des choses. Mais un peu comme vous le mentionnez, nos enfants de 5 à 11 ans ont des parents. Et des fois, il y a un lien entre les deux. Donc, effectivement, si on peut bien informer les parents, il peut avoir là, vraiment un effet positif sur nos enfants. Et justement, vous me permettez de parler de la campagne de nos 5 à 11 ans. En date de ce matin, la dose et prise de rendez-vous, c'est plus de 63 % déjà qui est là. Et la moyenne canadienne est autour de 49 %. Juste donner un ordre de grandeur. C'est un groupe qui est moins facile parce que c'est eux-mêmes ne consentent pas, dans le fond, à avoir le vaccin. Donc, on doit travailler avec les parents. Et dans le même exemple là, du projet là, qu'on vous parle aujourd'hui, l'approche de bien informer les gens, d'être présent. Là, on ne pourra pas dire là, que les vaccins ne sont pas accessibles. Ils sont accessibles partout. Il y a des rendez-vous disponibles tous les jours, partout.
au Québec. Et on croit vraiment maintenant, avec l'intensité que le Dr Carman parle, ça va être un ajout, et aussi avec la notion de bien expliquer là, les bénéfices de la vaccination. Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Peut-être qu'on pourrait continuer avec M. Paris, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous savez c'est qui, en fait, les non-vaccinés? Parce que là, vous parlez de cliniques éphémères que vous allez mettre sur place, une ligne téléphonique. Donc, dans le fond, vous espérez qu'ils vont venir à vous. Vous n'allez pas vraiment vers eux. Bien, je dirais pas ça, Mme Prince, parce qu'encore là, dans les genres d'exemples de cliniques éphémères, il n'y en a pas de vaccination dans ce territoire-là. Lorsqu'on parle là, dans la future stratégie, au niveau, là, vous allez voir, on va avoir des autobus qui vont se promener sur le terrain, qui vont se promener dans les villages du Québec, qui vont aller dans d'autres. Je pense qu'on va vraiment au-devant de la population, et c'est ça qu'on veut faire, de rendre accessible. Et je vous le dis, il y a plus de 100 sites de vaccination déjà d'ouverts là, en province, et on va augmenter cette cadence-là. Et avec justement les partenariats, par exemple, comme on va avoir avec l'Université de Montréal, ça va nous permettre d'avoir de main-d'œuvre de plus et de justement d'être capable d'offrir plus de sites et d'encore être plus près des gens. Ma deuxième question, ce serait pour M. Carman. Puisque je vous ai ici, M. Carman, j'aurais aimé ça vous poser une question sur le conflit avec les cliniques de fertilité, parce que les parents veulent une date de reprise des services, ils n'en ont pas depuis le mois de novembre. Alors, est-ce que vous pouvez leur dire à quoi ils doivent s'attendre en termes de délai supplémentaire avant que les cliniques donnent à nouveau des services? Ben, écoutez, l'entente qu'on a fait avec la FMSQ d'avoir un blitz de négociation, on espère que ça va se régler. On va arriver avec un chiffre pour d'ici 2 à 3 semaines. Prochaine Merci. question, Pierre Saint-Arnaud de la Presse canadienne. Oui, bonjour, M. Carman. La première question, c'est jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller sur le terrain? Est-ce que vous entendez, par exemple, faire du porte-à-porte s'il le faut, puisque vous connaissez les gens qui ne sont pas vaccinés? Est-ce que vous pensez, par exemple, aller dans les organismes communautaires qui œuvrent auprès des personnes sans-abri, d'autres qui œuvrent auprès des personnes qui ont des difficultés de santé mentale? Ce que je veux savoir, c'est jusqu'où, finement, là, vous pensez aller sur le terrain? Tout à fait. Puis c'est vraiment au niveau, peut-être pas du porte-à-porte ou appeler tout le monde. Là, ça, je pense que ce serait pas la meilleure façon d'utiliser notre énergie, mais vraiment aller par les gens de la communauté, les gens issus de la communauté, faire de la communication dans la langue d'usage dans des différentes régions. Les organismes communautaires sont des partenaires fondamentaux à cette campagne-là, et aussi la présence sur le terrain là, d'un site visible et qui pourrait être utilisé sur une période, comme je vous disais, de 1 à 2 semaines, plutôt que juste une journée ici et là. La deuxième question, c'est votre seuil de tolérance, il est où pour les non-vaccinés? Parce qu'il va toujours en rester. Le Québec présente déjà une des plus fortes proportions de vaccinés. Là, puis il y a des limites à ce que vous pouvez atteindre. Vous n'aurez pas le 100%, et il y en a qui vont résister jusqu'à la fin. Là. Votre seuil de tolérance, il se situe où? Parce qu'à un moment donné, là, ces efforts-là, il va falloir y mettre un terme, s'occuper de la pandémie autrement que ça. Là. Tout à fait. Puis nous, on se donne jusqu'au 31 mars, en fait. Puis il n'y a pas de seuil de tolérance. On voit ça de façon positive. Chaque dose qu'on va chercher, c'est un gain. Donc, c'est comme ça qu'on veut approcher la situation, la campagne qu'on veut mettre sur pied. Et ceux qui ne voudront pas se faire vacciner, ne le sauront pas. Mais nous, on se donne jusqu'au 31 mars. Si jamais ça marche super bien, on prolongera. Mais nous, la date butoir qu'on se donne pour le moment, c'est le 31 mars. Pascal Gabisset, Métro. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, étant donné qu'on est à plus d'1 an de campagne de vaccination, comment est-ce que vous jugez le fait qu'il y a des personnes qui ont encore pas pris leur première dose? Est-ce qu'au niveau communication, il y a eu un manque de clarté ou de cohérence? Encore une fois, comme je vous dis, moi, je vois ça de trois pour trois. Il y a trois sous-populations. Il y a ceux qui ne veulent pas le vaccin parce qu'ils ne croient pas que c'est nécessaire. Il y a ceux qui ont des problèmes, par exemple, de littératie, qui ont de langue, qui n'ont pas accès à l'information, qui ne regardent pas nécessairement le point de presse. Donc, il y a ce groupe-là. Puis, il y a les groupes qui sont vraiment plus marginalisés, qui, évidemment, ont moins accès à l'information. Donc, nous, c'est clair que ce qu'on met sur pied, ça va vraiment avoir un impact sur les 2 derniers groupes. Puis, on espère également sur le premier groupe avec des séances d'information. Bien reçu, merci. Là, je voudrais vous entendre sur une mesure qui vient de France. En fait, ça concerne, ils appellent ça le statut de repenti.
Précisément, c'est les personnes qui fraudent le passeport vaccinal, eh bien, ils vont avoir des amendes. Et là, à ce moment-là, on leur propose deux choix. Soit de payer l'amende, qui est quand même assez forte, ou dans les 30 jours d'aller se faire vacciner. Donc ça, c'est aussi une mesure incitative pour ceux qui fraudent finalement. Et dans ce côté-là, je voudrais vous entendre sur est-ce que ça pourrait être intégré au Québec, puisqu'il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites en cours par l'UPAC en ce moment. Peut-être je passerai la question à M. Paré. Je ne sais pas si ça a été discuté. Là. Non, écoutez, je pense que M. Dubé était assez clair. Là. Au niveau, on s'est donné les moyens au Québec de donner des codes QR, donner des bénéfices à la vaccination, mais on est capable de les révoquer aussi, ces codes QR-là. Et encore là, notre ministre de la Santé et des Services sociaux était très clair là-dessus. Donc, ça sera... Et il n'est jamais trop tard pour les gens à venir se faire vacciner. L'initiative qu'on présente aujourd'hui, c'est encore un bel exemple. Je vous dis, aujourd'hui, il y a des rendez-vous disponibles dans la plupart des sites de vaccination au Québec. Fait il n'est pas trop tard là, par rapport à ça. On invite les gens là, à venir se présenter pour se protéger eux-mêmes. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, Monsieur Paré, ça fait un bout là, que vous êtes dans la vaccination. Dites-moi, c'est quoi le pourcentage de la population, le noyau dur, vous savez, qui ne sera pas vacciné? Écoutez, on fonctionne avec notre Institut national de la santé publique sur des notions de sondage, etc. On nous parle toujours d'un certain nombre, mais le nombre n'est jamais précis parce que c'est justement, un peu comme le Dr Carmel présente, des fois les gens sont non vaccinés pour différentes raisons. Mais moi, ce qui m'encourage, chaque jour, je vous dis, et dans tous les groupes d'âge, des 85 ans et plus aux 5 ans et plus, chaque jour, les gens choisissent la vaccination, leur première dose. C'est ce qui, personnellement, me rend confiant dans la future démarche. Et les gens, je pense, quand on est capable de l'expliquer, d'être accessible, ça nous permet d'atteindre nos objectifs. On va maintenant passer à Élise Allard de Radio-Canada. Oui, en fait, je me trouve avec dans un organisme communautaire actuellement. On a jasé notamment du porte-à-porte qui a été fait dans cet organisme-là pour convaincre les non-vaccinés d'aller chercher une première dose. Et ce qu'on me dit, c'est que tout ce que vous avez annoncé, ou à peu près tout, là, est déjà fait actuellement. Ça donne les résultats que ça donne, mais ce dont on a besoin, c'est de l'argent, c'est du financement pour payer des personnes dans les organismes communautaires, ces fameux leaders locaux dont vous parliez, les gens ici du milieu, pour aller rencontrer ces gens plus vulnérables ou qui ne croient pas au vaccin ou encore les personnes qui ne parlent pas français ou autres. Vous avez parlé de toutes sortes de techniques, mais pas d'argent. C'est quoi le financement lié à ces moyens-là dont vous nous parlez depuis le début de la conférence? Écoutez, les étudiants vont passer par Je contribue, donc ils seront sûrement rémunérés. Ils seront rémunérés comme les autres qui sont dans Je contribue. Moi, j'ai parlé à certains leaders qui seraient intéressés à collaborer également. Ils ne m'ont pas parlé de rémunération spécifique. Donc, je pense que c'est pas une question d'argent. S'il faut mettre de l'argent, on mettra l'argent sur la table. Mais l'important pour nous, c'est aller de l'avant. Puis, moi, je pense que ce qu'on change ici, là, c'est l'augmentation de l'intensité de ce qui se fait jusqu'à présent. C'est vraiment ça qui va faire une belle différence. Les sites éphémères auparavant étaient ponctuels. Une journée, il fallait qu'il y ait une coïncidence entre le vouloir se faire vacciner et la présence des vaccinateurs. Là, on va laisser les choses en place 1-2 semaines. Et c'est là qu'on va avoir une différence, selon moi, beaucoup plus qu'avec des enjeux financiers. Et vous dites que vous êtes prêt à mettre de l'argent supplémentaire. Alors voilà, c'était le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carman, qui faisait son annonce concernant la façon dont le gouvernement, Alex, a l'intention au cours des prochaines semaines de tenter de convaincre, encore une fois, les non-vaccinés de se faire vacciner. Et là, on veut y aller par quartier, par poche de résistance, si on peut appeler ça comme ça. On veut s'installer dans des endroits où on s'est rendu compte qu'il y avait des gens là, qui refusaient là, depuis le tout début. Mais c'est quand même... Lorsqu'on regarde le portrait global, 92 % des adultes avec au moins une dose, c'est 8 % des gens seulement qui n'ont pas encore reçu de vaccin. C'est quand même pas beaucoup là, sur une population de plus de 8 millions de personnes. Là. Et c'est quand même beaucoup d'efforts pour 8 % de la population. Là. On parle de 540 000 personnes, puis là-dessus, il y a une partie qu'on sait, Christian, va toujours refuser de se faire vacciner. Essentiellement, il y a 3 groupes cibles pour le gouvernement en ce moment. Il y a un groupe
de gens qui ne se font pas vacciner pour des raisons idéologiques, pour des motifs personnels, qui pourraient se faire vacciner, qui sont conscients qu'il y a une campagne de vaccination, mais qui décident de ne pas le faire. Ce groupe-là, en général, est assez hors d'atteinte. On espère quand même convaincre certaines personnes, mais on ne se fait pas trop d'illusions. L'autre groupe, ce sont des personnes qu'on a de la difficulté à rejoindre. Des gens qui ne parlent ni français, ni anglais, des personnes qui sont isolées, par exemple. Ces gens-là, on espère faire des gains. Même chose pour le troisième groupe, qui sont les populations plus vulnérables. Des gens qui ont de graves problèmes de toxicomanie, des personnes itinérantes, par exemple, c'est ces gens-là qu'on veut rejoindre. Et pour le faire, on va utiliser une méthode qu'on a déjà utilisée dans le passé, l'été dernier, par exemple. C'est cliniques qu'on va installer à un endroit pendant 1 ou 2 semaines, des cliniques éphémères qui pourront donner un accès facile au vaccin. Et on va utiliser la communication dans différentes langues pour rejoindre la population. Et pour avoir la main-d'œuvre dont on a besoin, on va faire appel notamment aux étudiants. Il y a un partenariat qui est fait avec l'Université de Montréal, l'École de médecine notamment. Il y a un appel qui a été envoyé à peu près 2000 étudiants qui pourraient participer à cet effort-là. On se donne jusqu'au 31 mars pour faire des gains dans la population, puis augmenter le taux de vaccination au Québec. Bon, bien, merci, Alex. Comme le disait le ministre, on ne réinvente pas la roue, mais exact. On est optimiste et on tente, là, d'ici le 31 mars, d'en rejoindre le plus possible. Merci beaucoup. Merci. À plus tard. Et moi, je vous invite à rester